Bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous cette semaine pour votre rendez-vous politique, l'événement du dimanche avec aujourd'hui Alexis Corbière. Bonjour. Bonjour Bastien Auger, merci. Merci beaucoup d'être notre invité cette semaine. Député de Seine-Saint-Denis, jadis compagnon de route de Jean-Luc Mélenchon, mais vous avez quitté la France Insoumise il y a un an. Je n'ai pas quitté, j'en ai été... Vous êtes parti. Oui. Vous êtes fâché un petit peu avec Jean-Luc Mélenchon pour fonder votre propre mouvement, l'Après. Puis vous siégez aujourd'hui aux côtés des écologistes à l'Assemblée nationale. Pour vous interviewer à mes côtés, Frédéric Delpech du service politique de TF1 LCI. Bonjour Frédéric. Bonjour. On va parler de beaucoup de sujets, la situation politique en France, évidemment, l'avenir de la gauche, faut-il une primaire pour 2027 ? On parlera aussi de Bruno Retailleau, de sa politique de sécurité. Mais d'abord, on va commencer quand même par un chapitre international important. Et je vous propose de regarder tout de suite, Alexis Corbière, ces images qui nous parviennent en direct de la bande de Gaza. Parce qu'on a appris ce matin que l'armée israélienne annonçait une trêve, notamment pour acheminer de l'aide humanitaire. Est-ce que quand vous voyez ça, vous dites que finalement la pression internationale fonctionne ? Peut-être, oui. D'abord, faut se féliciter qu'il y ait peut-être un soulagement à l'enfer que vivent les 2 millions d'habitants de Gaza. Que les choses soient claires, ce que fait Israël est contraire au droit international. C'est pas quelque chose qui, doit dire on est préoccupé, etc. C'est contraire au droit international. C'est un crime de guerre. On n'a pas le droit d'affamer des populations. C'est une technique de guerre sauvage, barbare, qui, par ailleurs, on en discutera politiquement, à mon avis, ne produit rien d'intéressant. Donc, ce qui se passait depuis quelques jours a choqué la planète entière, à juste raison. Les enfants qui meurent de faim à Gaza, qui sont menacés par la faim, ne sont en rien responsables à l'horreur du 7 octobre, aux attentats terroristes du Hamas. Ce ne sont pas eux qui détiennent les otages dont nous souhaitons la libération. Donc, il y a quelque chose de grave. À partir de là, il me semble, effectivement, mais la pression internationale pourrait être plus forte, mais il y a une émotion internationale, qu'aujourd'hui, le gouvernement israélien... Alors, il y a deux choses. Hier soir, quand je me suis couché, il était question que du matériel humanitaire soit parachuté. Et il y en a eu. On a les images aussi. Il y a du matériel humanitaire qui a été largué par Israël. Qu'on suive. Ce que beaucoup de gens qui sont des gens sérieux, notamment les responsables de Médecins sans frontières sur le terrain, les différents organismes liés aux Nations Unies, considéraient comme un coup de com' cynique, parce que quand les gens sont affamés, si vous envoyez par du matériel comme ça va créer des émeutes, etc. C'est pas sérieux. Par contre, il y avait du matériel qui était aux portes de Gaza, que l'armée israélienne et le gouvernement israélien bloquaient, et il semble, à l'heure où nous parlons, qu'enfin les portes s'ouvrent et que cela va être fait. Donc là, vous saluez cette décision, oui, et vous moi je souhaite que les gens ne meurent pas de faim. Mobilisation internationale. Si concrètement ça permet à ce que des enfants, des femmes enceintes, des civils, des journalistes, des médecins de Gaza, tous les honnêtes gens, le peuple gazaoui, puissent un peu voir sa peine soulagée, tant mieux. Il n'empêche qu'une fois qu'on a dit ça, le cessez-le-feu doit avoir lieu. Cette situation de punition collective qu'inflige le gouvernement de Netanyahou doit cesser au plus vite. Il faut des solutions politiques. Alors moi, vous avez évoqué les pressions internationales. Moi, je suis favorable à ce que, par exemple, l'accord entre l'Union européenne et Israël soit suspendu, le temps qu'arrête cette situation, que nous fassions pression, que la France soit active. Et je dois me féliciter. Malgré, vous connaissez, on va en parler, tous les désaccords que j'ai avec Emmanuel Macron. Je ne crois pas que je fasse partie de ceux qui ont un verbe tendre, mais je me félicite que le président de la République, hier, avant-hier, a pris l'initiative de dire, notamment au mois de septembre, il reconnaîtra la Palestine. Pourquoi ? Parce qu'il faut une solution politique. Il n'y aura pas de solution militaire qui permettra de résoudre durablement la situation. Il faut une solution politique. J'ai envie de dire, pour un peu inverser... Et c'était le bon timing, là ? Parce qu'il y a beaucoup, les Israéliens, mais pas que, il y a aussi des gens qui ne sont pas des défenseurs du régime de Benjamin Netanyahou en France, qui disent le timing est mauvais, parce que, contrairement à ce que disait initialement Emmanuel Macron, là... On reconnaît la Palestine sans contrepartie. Il y a toujours des Français qui sont aux mains du Hamas et finalement, on va rien obtenir. Est-ce que vous êtes d'accord avec le timing ? D'abord, ceux qui sont isolés, celui qui est isolé, c'est Benjamin Netanyahou. C'est pas la France. Quand la France reconnaît la Palestine, elle rejoint la majorité des pays. D'accord ? C'est le 148e État sur 193 qui va le faire. Je tiens à dire au passage, un peu de mémoire, comme on a du temps dans notre émission, que ce qu'a déclaré Emmanuel Macron est dans la continuité totale de la diplomatie française. Au moins, je pense à 1967, la lettre du général de Gaulle à Ben Gourion. Je pense à 1980, la conférence de Venise avec Valéry Giscard d'Estaing. On pourrait égrener François Mitterrand devant la Knesset prenant la parole pour dire qu'il faut la reconnaissance de l'État palestinien. On se souvient de Jacques Chirac, même Nicolas Sarkozy. François Hollande reprenant la parole devant la Knesset pour la reconnaissance d'un État palestinien. Donc il n'y a rien de baroque.
si je puis dire, à ce que la France dise que c'est sa position. Sa position, pourquoi ? À la fois pour la reconnaissance des droits du peuple palestinien et d'un certain point de vue pour la sécurité d'Israël. Qu'est-ce que vous dites ? Qui est facteur de guerre, alors avec des techniques barbares, inacceptables de la part du Hamas, mais ce qui est belligène, ce qui met Israël en danger, c'est la non-reconnaissance du droit international et une situation qui va rester une plaie ouverte en permanence. Donc Benjamin Netanyahou, lui, il a une conception un peu trumpiste, et pardon de l'expression un peu triviale, mais un peu cow-boy, si je puis dire, de la situation, un peu à l'américaine au 19e siècle avec les réserves d'Indiens. C'est-à-dire qu'on va jusqu'au bout mettre sous pression le peuple de Gaza en espérant qu'il disparaisse ou qu'il fuit, mais ça ne règle rien. Vous entendez ce que je dis ? Ça, on entend Alexis Corbière, mais il y a l'émoi aussi qui est toujours là, très fort de ce qui s'est passé. Je reprends une expression de l'historien Vincent Lemire. Une question très simple, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que cette reconnaissance, une fois de plus, on ne parle pas de la légitimité en général, mais du timing, que ce serait une forme de légitimation de l'action du Hamas. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent ça ? Et une fois de plus, c'est pas que les soutiens de Benyamin Netanyahou qui disent ça. C'est essentiellement des gens qui se situent sur un axe que je vais qualifier d'atlantiste, de ceux qui pensent que c'est la force et la brutalité. Je répète, ce qui est inacceptable, c'est une punition collective infligée à un peuple qui n'a rien fait, à savoir le peuple de Gaza. Donc il faut agir. Deuxièmement, évidemment, ça n'est en rien une validation du Hamas. Je rappelle que quand Emmanuel Macron adresse cette lettre, dans laquelle il dit qu'au mois de septembre, devant les Nations Unies, dans une conférence notamment coprésidée avec l'Arabie Saoudite, il prendra une initiative internationale où il reconnaîtra le peuple de Palestine. Donc il y a un processus politique qui l'ouvre. Il s'adresse à Mahmoud Abbas, il s'adresse au Fatah, il s'adresse à l'OLP, à ceux qui sont les adversaires historiques du Hamas. Parce que vu de loin, on peut dire les Palestiniens, mais ça c'est une vision essentialiste. Non, il n'y a pas les Palestiniens. Le Hamas a liquidé physiquement le Fatah et l'OLP à Gaza, a liquidé physiquement. Donc ça n'est pas la même chose quand vous discutez avec Mahmoud Abbas, l'autorité palestinienne en Cisjordanie, précisément pour qu'il y ait un processus politique. Pourquoi ? Et c'était ma manière de répondre. Ce qui donne raison au Hamas, aux violents, aux terroristes, c'est s'il n'y a pas de solution politique. S'il y a une solution politique, alors les diplomates peuvent reprendre la main. Et ça combat le Hamas. Vous rejoignez en ce sens-là ce que dit Jean-Noël Barrot quand il dit finalement on isole le Hamas. Oui. Frédéric Delpech. Et je termine sur une chose. Pardon. On isole le Hamas, mais la condition que posait quand même Emmanuel Macron, c'est le désarmement du Hamas. La reconnaissance de l'État palestinien, on ne désarme pas le Hamas qui donc pourra reprendre ses activités. Mais ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Déjà, vous dites ça, ce n'est pas vrai. Quand vous adressez à Mahmoud Abbas, qui lui-même a demandé la libération des otages, lui-même ne souhaite pas qu'il y ait cette situation armée et l'activité militaire, si je puis dire, pas le Hamas. du Hamas. D'accord. Donc, de toute manière, la politique de Netanyahou ne produit pas non plus des choses positives. Vous savez, comme moi, vous êtes un fin observateur qu'à Tel Aviv, il y a des manifestations monstres, actuellement, notamment d'Israéliens. Et je les salue. Je pense notamment à un mouvement israélien qui s'appelle Standing Together, à lequel nous avons des liens d'Israéliens qui ne supportent pas qu'on affame la population, mais qui veulent aussi que cesse la stratégie de Netanyahou brutale pour la libération des otages. Donc Netanyahou est face à un échec. Et je vais vous dire, c'est souvent pour des raisons internes, de politique interne à Israël, qui continue à être aussi brutale, parce que quand il met le pays comme ça dans une situation de tension et de guerre permanente, d'affrontement avec d'autres pays, il empêche à ce qu'il y ait un débat politique de ce que doit faire le gouvernement israélien. Donc c'est une bonne chose. Évidemment, attends, je vais être honnête, c'est un pari risqué. Je ne dis pas que ça va réussir. Pari risqué quand même. Mais évidemment, on est là dans quelque chose qui est une poudrière. On a un gouvernement d'extrême droite en Israël qui n'aide pas beaucoup. On a évidemment des gens, vous les avez cités, le Hamas, qui participent au malheur du peuple palestinien. Mais il faut que ceux qui sont, comment dirais-je, les politiques, les diplomates, moi je pense notamment, je l'ai dit, l'autorité palestinienne, le Fatah, ce qui était l'OLP, qu'on puisse discuter avec eux. Il y a des gens qui sont même hors actuellement de la Cisjordanie qui peuvent revenir pour jouer un rôle politique. Bon. Une vie politique, ça ne se reconstruit pas du jour au lendemain, évidemment. Les 2 millions de Gazaouis ne sont pas en situation de pouvoir voter directement et de prendre les choses en main. Je vous propose, pour poursuivre cet échange, qu'on écoute la réaction de Donald Trump quand on l'interrogeait cette semaine justement sur cette décision d'Emmanuel Macron. Écoutez, c'est un type un peu différent. Il est sympa. C'est quelqu'un qui a l'esprit d'équipe. La bonne nouvelle, ce qu'il dit importe peu. Ça ne changera rien. Bon, il a fait une déclaration. La France, Macron, sa déclaration n'a aucun poids. C'est quelqu'un de très bien, je l'apprécie, mais cette déclaration n'a pas de poids. Bon voilà, c'est cruel, mais en même temps, est-ce qu'il n'a pas un peu raison ? Est-ce qu'en d'autres termes, on ne se donne pas bonne conscience à peu de frais ? C'est-à-dire que ça ne va pas avoir de conséquences aujourd'hui sur ce qui se passe à Gaza, par exemple. Mais j'ai envie de dire, je ne veux pas être vulgaire, ça suffit qu'il nous parle comme ça, ce monsieur-là. Ça suffit.
Et lui, cette façon, il a une conception, je l'ai évoqué tout à l'heure par une référence au film de western, cette vision brutale qu'il a de la géopolitique, où tout passe America first. D'abord, c'est pas notre conception. Nous, on est français. D'accord ? Y compris, il n'est pas d'accord, tant mieux. Ça veut dire qu'on n'a pas à s'aligner sur la manière dont il conçoit le monde. Parce que lui, il conçoit un monde dangereux, brutal. D'accord ? Donc, d'un certain point de vue, ça valide le fait que nous avançons. Premièrement, Trump, il a beau parler, il n'empêche, je veux être un peu cocardier, peut-être que la parole d'Emmanuel Macron a créé les conditions d'accélérer une pression internationale et de faire qu'aujourd'hui les camions rentrent à Gaza. D'accord ? La pire des choses, le déshonneur de la France eût été de ne rien faire à l'heure où nous avons des images d'enfants qui sont en train de mourir de faim. Qu'est-ce qu'il fait le gros Trump là ? Il va jouer au golf lui, tranquillement, pendant qu'il y a pas de physique. Non, mais comme lui il s'en prend, pardon, évidemment vous avez raison, mais sur un mode paternaliste, c'est pas notre papa. D'un certain point de vue, nous sommes amis avec le peuple américain, mais le trumpisme est notre adversaire dans notre conception du monde, y compris notre conception des rapports internationaux. Donc, j'ai envie de dire, je suis un peu véhément, mais quand il dit, en plus avec ce côté, c'est insupportable, c'est un brave garçon, mais pour qui il se prend ? Nous parlons de choses sérieuses. Nous parlons du fait qu'il faut un grand pays. Et la France, c'est pas rien. C'est un des 5 pays qui fait partie de la direction du Conseil de sécurité des Nations Unies, dit qu'on va reconnaître la Palestine. Donc que nous engageons au processus politique, c'est une bonne chose. Et je préfère ça à ce monsieur qui est extrêmement arrogant, pardon de l'avoir caractérisé uniquement, je dirais, sur son aspect comme ça, très méprisant, mais franchement, ça suffit. Frédéric Delpech. Alors, pression internationale, il y en a une pression qui est exercée par vos anciens amis de la France Insoumise, avec cette flottille de la liberté qui a été appréhendée avec 2 députés LFI à bord, Gabriel Catala et Emma Fourreau. Il y avait déjà eu le précédent avec Rima Hassan qui avait également été appréhendé. Le navire avait été appréhendé à 100 km de Gaza par les autorités israéliennes, par l'armée israélienne. Alors, vous dites, ça sert à quoi c'est bien d'abord de tenter de forcer le blocus. Et est-ce que la réaction d'Israël vous paraît disproportionnée ? Et bien sûr, elle est disproportionnelle, elle est même illégale. Ils les ont interceptés, si j'ai bien suivi, à 100 km des côtes. C'est même pas les eaux qui sont celles d'Israël. Ils n'ont pas le droit, du point de vue du droit international, mais je vois bien que c'est le grand défunt de la période, le droit international. Déjà, ils n'ont pas le droit de le faire. Deuxièmement, ce que font ces jeunes gens humanitaires sur un bateau est une bonne chose, participe à la pression internationale qui doit avoir lieu. Vous voyez, c'est d'autant plus ridicule que l'armée israélienne se mobilise pour interdire ce bateau, ce bateau, transporte des denrées humanitaires, alors qu'il y a des denrées humanitaires qui rentrent. Mais vous savez, moi j'ai voulu aller au mois d'avril en Israël, dans une délégation d'élus et de députés français, pour rencontrer le consul de France en Israël. Ça m'a été finalement au dernier moment interdit par le gouvernement israélien, qui a fait un communiqué pour dire que nous étions liés à une organisation terroriste. Ces gens sont dingues, la manière dont ils appréhendent les choses. Pour eux, quiconque veut seulement envoyer des gestes de discussion politique, faire son boulot, et ce que font ces jeunes gens sur ce bateau est une bonne chose. Et je souhaite qu'ils soient libérés. Que fait LFI sur ce bateau ? Non, mais c'est pas seulement la France Insoumise. Il y a un bateau dans lequel il y a une 30aine de personnes, dont des élus de la France Insoumise. Mais c'est pas les seuls, il y a des élus d'autres pays. Pourquoi vous ramenez... Je veux dire, pourquoi vous considérez que les seuls aujourd'hui, et c'est tant mieux que la France Insoumise le fasse, mais vous savez, toute la gauche et tout le nouveau Front Populaire dit exactement la même chose sur cette question-là. Alors justement, cessez-le-feu, soyons concrets. Reconnaissance de l'État palestinien, sanctions internationales contre Israël. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? On a parlé de la reconnaissance de la Palestine, vous avez salué la décision. Vous parliez de dénoncer l'accord entre l'UE et Israël. Mais on sait que la France n'est pas hostile à ça, mais qu'il faut un accord de l'Union européenne qui aujourd'hui il n'y a pas. Très concrètement, aujourd'hui, vous dites, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour faire cesser ce qui se passe à Gaza ? Très concrètement, en un mot, parce qu'on a beaucoup de sujets à aborder. Par exemple, il pourrait y avoir des convois humanitaires qui soient amenés dans lesquels la marine française les accompagne jusqu'à Gaza. Donc de force, ça veut dire qu'on a des militaires français. On verra, oui. Parce qu'il y a une chose... Il faut aller au rapport de force, y compris peut-être physique, militaire sur le terrain. C'est le respect du droit international. Monsieur Auger, vous êtes un être humain. Est-ce que vous acceptez l'idée qu'il y a 2 millions de personnes qui sont en situation de famine ? C'est contraire au droit international. Nous avons normalement un devoir d'intervention. Bien sûr. Mais vous dites qu'il faut aller jusque-là. Il faut aller jusque-là, potentiellement, demander à des militaires français d'aller accompagner des convois. Si à un moment donné, mais qu'est-ce qu'il faudrait que, par exemple, l'ONU prenne les choses en main ? Pardon ? Olivier Faure dit la reconnaissance de l'État palestinien, c'est bien, mais des sanctions contre Israël, ce serait mieux. Mais j'ai parlé des sanctions, je pense notamment à la suspension de l'accord entre l'Union européenne et Israël, le temps que le cessez-le-feu ait lieu. Et, comment dirais-je ? Être inactif, dire on peut rien faire, c'est comme ça, c'est le fait. 60 000 personnes sont déjà mortes. Là, quand on vous dit que vous avez 60 000 femmes enceintes qui sont en danger de mort, c'est pas une question, c'est pas seulement moralement ignoble, mais c'est contraire au droit international. Et il faut le faire respecter. Et la France doit être l'élément moteur là-dedans.
On pourrait passer évidemment des heures sur ce sujet tragique, mais on a beaucoup de sujets sur lesquels on aimerait vous interroger. Notamment Donald Trump, vous le savez, est en Écosse aujourd'hui. Il va rencontrer aujourd'hui Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui espère encore un accord sur les droits de douane. Est-ce que si, comme on l'entend, comme l'Europe l'envisage, on se met d'accord sur 15% de droits de douane sur les pays européens, on aura, on va dire, sauvé l'honneur, ou en tout cas on aura limité la casse? Mais j'ai envie de prendre un peu, je ne sais pas exactement ce que tout ça va donner, un peu de recul. Je veux dire, il faut en finir avec la stratégie du désarmement douanier qui a été la nôtre pendant longtemps. C'est-à-dire la logique du libre-échange, etc. Le grand déménagement de la planète. Moi, je pense qu'il faut créer les conditions déjà de relocaliser des choses qui sont produites en France, notamment sur le plan industriel, mais aussi, on en parlera peut-être sur la question agricole, que l'on produise, que nous ayons une forme d'autonomie alimentaire. Et ce dont nous sommes en train de payer aujourd'hui, c'est qu'il y a une situation où l'Organisation mondiale du commerce a sévi, si je puis dire, pendant des années, où nous sommes désarmés dans des situations où nous sommes dépendants d'autres pays, et c'est là où les États-Unis interviennent. Ce que je veux dire, c'est que plutôt que cette espèce de discussion von der Leyen, Trump là aussi très brutal, très auto-centré sur les intérêts américains, il faudrait que ce soit la CNUSET, par exemple. Savez-vous ce qu'est la CNUSET? C'est la Conférence nationale des Nations Unies qui s'occupe du développement et du commerce. C'est sa mission, normalement, de discuter de ce qu'il faut faire. Et je termine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je suis favorable à la mise en place de mesures d'un protectionnisme solidaire, d'un protectionnisme écologique, que nous décidions, nous, non pas en fonction... Donc, au fond, il faut faire pareil que Trump, c'est ce que vous dites? Absolument pas. Parce que protectionnisme avec des modalités différentes, mais il faut faire du protectionnisme. J'ai dit solidaire ou écologique. Ça veut dire que, par exemple, des produits qui sont fabriqués dans des pays où il n'y a pas de droits syndicaux, où les salaires sont très bas, eh bien, on les taxe, on les laisse pas rentrer. Des produits qui sont fabriqués, notamment, qui sont dangereux, avec des produits polluants, des produits qui détruisent l'environnement et le climat. On peut conditionner. Ce que fait Trump, c'est uniquement les intérêts économiques américains. Moi, je dis l'intérêt planétaire, l'intérêt humain, le développement humain, et bien entendu l'intérêt de la nation aussi, parce que c'est pas contradictoire. Mais ça, ce serait totalement différent. Si vous acceptez l'idée que des produits absolument dégueulasses, pardon, je suis un peu trop trivial, mais des produits qui sont vraiment écologiquement, socialement, rentrent sur le territoire national, nous ne pourrons jamais nous aligner. Nos travailleurs français, les agriculteurs français ne pourront jamais s'aligner avec des pays dans lesquels on est payé 20 fois moins cher, dans lesquels on utilise des techniques de production qui sont évidemment des techniques dangereuses, mais qui amènent à une productivité agricole très importante. Bref, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on va suivre évidemment ce qui se passe, mais il faut réorganiser le monde de manière différente. En attendant de réorganiser le monde, ça prend un peu de temps, vous en conviendrez. 15%, est-ce qu'aujourd'hui vous dites on signe? Mais sur quel produit? Je ne sais pas. Sur l'ensemble des produits. Après, non, mais on verra. Oui, mais enfin, c'est l'aluminium. Mais et vous dites qu'on a perdu déjà? Je dis qu'il y a une fenêtre qui est en train de s'ouvrir avec ce que fait Donald Trump pour qu'en vérité, au niveau de l'Union européenne, nous réfléchissions à d'autres types de relations. Je vous les ai décrits, notamment des mesures de protection et de... Mais est-ce que vaut mieux un accord que pas d'accord? Parce que s'il n'y a pas d'accord, mesure de rétorsion, on rentre dans une guerre commerciale. Cher monsieur Delpech, il faut toujours un accord. Non, mais il faut toujours un accord. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que ni vous ni moi, à ce stade, on peut gloser sur de quel type d'accord on parle. Je ne sais pas. Si ça se trouve, il y a tel ou tel secteur industriel, tel ou tel secteur agricole qui va être sacrifié. Si ça se trouve, c'est nous, les Français, qui allons être les victimes de tout ça. Moi, je n'en sais rien. Donc, je ne vais pas dire... Je souhaite qu'un potentiel accord soit trouvé. Mais quand même un accord serait trouvé, il ne réglera pas qu'il faut en finir avec le grand déménagement de la planète. L'idée qui était celle de l'Organisation mondiale du commerce, qu'on produit à tel endroit telle chose, on fait ça et que tout ça se déplace, tout ça participe au dérèglement du climat. C'est une autre logique qu'il faut mettre en place. Un protectionnisme fraternel, solidaire. C'est ça qu'il faut faire. Revenons en France, parce qu'on est en pleine négociation sur le futur budget, et il y a des annonces, ou en tout cas des pistes qui font beaucoup réagir, c'est celle notamment sur la santé. Frédéric Delpech. Alors, vous êtes député, vous allez vous prononcer sur le budget de la sécurité sociale. Catherine Vautrin... parce qu'il y a des 49.3 jusqu'à présent. Allez-y. Alors, vous aurez quand même un débat. Catherine Vautrin, donc la ministre de la Santé, propose un certain nombre de pistes qui déjà font polémique, notamment concernant la limitation des arrêts maladie. Limiter par exemple à 15 jours les arrêts maladie prescrits par des médecins de ville, c'est une des pistes posées sur la table. Il y a également la possibilité de transférer 7 jours de carence aux entreprises qui les paieraient à la place de la sécurité sociale. Est-ce que ces pistes vous paraissent, pistes d'économie, il faut le dire clairement, vous paraissent aller dans le bon sens? Non. Alors déjà... Cette idée, on va en parler, 44 milliards supplémentaires après 34 milliards qui ont eu lieu dans le budget précédent, de réduction des dépenses publiques aura un effet récessif, va détruire nos services publics, les affaiblir fortement, c'est vraiment très mauvais, on y reviendra. Deuxièmement, c'est quand même inacceptable
que Mme Vautrin nous annonce que le secteur dans lequel on va faire des économies, c'est celui de la santé. Nous sommes un pays qui vieillit. Ce qui permet de vivre de plus en plus vieux, et c'est tant mieux, c'est le fait que notamment nous avons un pays qui est un des meilleurs dans l'accès aux soins, mais qui est de plus en plus mis en difficulté, parce que nos hôpitaux publics, nos personnels hospitaliers sont en grande tension. Avec de plus en plus d'arrêts maladie aussi. Alors, pourquoi y a-t-il... Il y a deux écoles. Regardez, Alexis Corbière. Oui. Non, mais parce que vous avez raison. Il faut rationaliser le débat. Frédéric Delpech, justement, la Cour des comptes. Oui. Je ne sais pas si on peut voir cette image. Nous dit qu'il y avait 12 milliards d'euros, voilà, pour les arrêts maladie en 2022, que ça a augmenté de 56%. Est-ce que vous dites que quand même il y a des endroits là-dessus où on peut faire des économies? Peut-être faire des économies, mais il y a deux écoles. Si on voit ce chiffre et on dit c'est aujourd'hui qu'il y a de la fraude. Et il faut s'en prendre. Soit on dit aussi que les Français vont de plus en plus mal, ce que nous démontrent toutes les études. Souffrance au travail, crise psychologique, notamment dans la jeunesse. Donc ce chiffre, si ça se trouve, il est seulement la démonstration qu'il faudrait peut-être en finir avec la souffrance au travail, en finir avec la pression qui a lieu. Voilà. Moi, je ne connais pas, peut-être que vous en connaissez globalement, des gens, quand ils s'arrêtent, c'est pas par plaisir, c'est qu'ils sont fatigués. En plus, pour s'arrêter, on ne décide pas tout seul. C'est les médecins. Ça veut dire que les médecins trichent? Moi, je suis pas convaincu. Je pense Elle veut durcir là-dessus aussi. Pardon? Elle veut durcir là-dessus aussi. Elle dit, par exemple, la médecine de ville, il faut que ce soit des arrêts plus courts. D'accord. Alors, on fait un point sur la médecine du travail. Il y a très peu de médecine du travail. Elle a été affaiblie. Moi, si on me dit qu'il y a de la médecine du travail, qu'il y a plus de moyens, que quand vous avez un problème, et bien éventuellement, si vous êtes arrêté, il y a une vérification à la maison. J'ai pas de problème. Maintenant, il y en a de moins en moins parce qu'effectivement, on a un affaiblissement du service public. Qui c'est qui va vérifier? C'est pour ça que j'ai du mal à suivre. Elle dit au bout de 15 jours, qu'est-ce qui va se passer? Si je prends cet exemple. Madame Vautrin dit au bout de 15 jours... On limite à 15 jours les arrêts maladie prescrits par un médecin de ville. Là, j'espère que ça ne veut pas dire qu'on limite. J'espère qu'au bout de 15 jours, s'il y a des raisons médicales, le médecin... Ah oui, après, soit l'hôpital, soit le médecin de travail qui prend le relais. C'est un effet d'annonce. Mais pas d'arrêt prescrit de très longue durée immédiatement. Très ça, bien. Vous êtes d'accord? Donc au bout de 15 jours... C'est pas que je suis d'accord, je demande à ce que techniquement de quoi on parle. Si au bout de 15 jours, il s'agit que le même médecin qui a prescrit un mois, mais qui dit je vous mets 15 jours, sera le même qui validera sans doute sa décision médicale et qui reconduira l'arrêt maladie à un mois. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, ce que nous disent beaucoup de spécialistes, c'est que dans la mesure où il y a des déserts médicaux, qu'il n'y a plus de médecine du travail, techniquement, ça va fonctionner comment une fois qu'elle a fait son effet d'annonce, son truc? C'est assez vague en vérité. Et ce que j'aime pas, c'est que ça crée une petite musique qui consiste si les jours, pour le coup, s'il y a 7 jours de carence, c'est un effet mécanique qui est que l'assurance maladie paiera moins. C'est inacceptable. Mais ça, c'est inacceptable. 7 jours de carence. Enfin, là, même si c'est l'employeur qui paye. Mais il y a des endroits où, pour les employeurs, c'est une grande difficulté. Mais, que les choses soient claires. Moi, je veux aborder les choses sur la question des principes. Les gens ne sont pas plus aujourd'hui malades parce qu'ils sont feignants. S'ils sont malades, c'est parce qu'on a un pays qui met sous tension ceux qui travaillent, et on a une jeunesse en particulier qui est face à des troubles, notamment psychiatriques ou psychologiques, et qu'on a de moins en moins de médecine scolaire, etc. Non mais c'est important. Donc tout ce travail de prévention, si je puis dire, d'environnement médical est en recul, et on a eu tout le débat d'ailleurs il n'y a pas longtemps sur le fait mais ça, c'est pas des pistes d'économie. Mais attendez, c'est ça, l'objectif, c'est quand même des économies dans le budget de la sécurité sociale. Je vais être honnête avec vous. Faut-il faire des économies sur le terrain de la santé? On va se parler cash. Est-ce que c'est le secteur? Non, mais je dis, alors que vous avez 211 milliards, le rapport du Sénat nous le dit, d'aide publique aux entreprises sans condition. Donc là, on n'y touche pas. C'est-à-dire, on a baissé la fiscalité. Ça, on n'y touche pas. Et le secteur sur lequel on dit aux Français, on va faire des économies, c'est la santé. Alors, bien sûr, on va prendre l'exemple. Je sais faire, hein. Enfin, on va regarder. On parle de 44 milliards d'économies et de quelques milliards sur la santé. On va trouver un exemple d'un tricheur. On va dire, regardez, lui, c'est un tricheur. Très bien. Même si je répète qu'en vérité, c'est pas tellement les gens. Et il y a aussi de la fraude des médecins, parfois certains qui profitent en prescrivant des médicaments qu'ils ne devraient pas parce que l'industrie pharmaceutique les pousse à prescrire certains médicaments. Mais globalement, je veux pas être caricatural, mais globalement, le problème des dépenses de santé n'est pas une triche, c'est pas une fraude, c'est que les Français ont besoin d'être soignés. Et souvent, ce qu'on observe, c'est que comme ils prennent pas des petits arrêts maladie, ils se mettent en situation de santé difficile, ou quand ils prennent un arrêt maladie, il est plus long. Tous ceux qui sont des spécialistes vous le disent, il vaut mieux prendre un petit arrêt maladie de 24-48 heures qui vous construit que de dire je ne vais pas prendre mon arrêt maladie parce que je vais subir un jour de carence, je vais perdre une journée de salaire. Et là, votre corps, il lâche. Et là, d'un seul coup, pour l'entreprise, c'est pas bon que la personne aille une semaine ou 15 jours. S'il faut résumer mon propos, parce que je vous vois tendre la main, je dis que ça n'est pas sur le secteur de la santé que nous devons faire des économies. Est-ce qu'il faut faire des économies tout court? Est-ce que les 44 milliards d'euros d'économies, l'objectif, vous êtes d'accord? Ben non. Évidemment. Il ne faut pas faire d'économie. Non, mais ce qu'il faut, c'est renflouer les recettes de l'État. Ce qui nous coûte cher, ce qui a creusé la dette, ce qui a fait augmenter de 10 points de PIB le fait qu'aujourd'hui, nous soyons endettés.
c'est que nous avons modifié notre législation fiscale, notamment depuis 2017, et qu'il y a moins de rentrée d'argent. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le chiffre, c'est un chiffre qui est validé notamment par un rapport sénatorial, mais qui est validé par d'autres organismes. Nous avons aujourd'hui, chaque année, c'est votre argent, c'est aussi le mien, 211 milliards d'argent public, aujourd'hui, qui sont donnés aux entreprises, et on ne le conditionne pas sur le plan social. Donc on creuse la dette de l'État, on lui donne moins de moyens, mais les dépenses n'ont pas augmenté. Les dépenses publiques, tous les prélèvements obligatoires aujourd'hui, ils ont baissé, mais les dépenses n'ont pas, on ne dépense pas plus. La courbe augmente aussi. Mais non, les recettes, de quoi? Elle augmente dans quoi? Dans quel secteur? Notamment là. Regardez les budgets des ministères, il y a une augmentation qui est aussi due à l'inflation, mais vous ne pouvez pas dire que les dépenses publiques. Oui, alors si vous dites que c'est uniquement dû au fait mécanique que vous avez notamment dans la fonction publique qui vieillit, qu'il faut payer les salaires et que ça crée une augmentation, oui, parce que vous n'êtes quand même pas pour. Enfin, je dis vous, je vous interpelle, mais vous n'êtes pas pour que les fonctionnaires voient leur salaire bloqué. Ils ont quand même le droit, eux, au moins, ils ne suivent même pas l'inflation, ils perdent du pouvoir d'achat. Donc mécaniquement, ça fait augmenter les budgets. Si on comprend bien, même la fameuse année blanche, c'est-à-dire le gel des prestations sociales, le gel des retraites, ça, vous dites, c'est pas possible, on peut pas une année geler. Un certain nombre Monsieur Delpech, une année blanche en fonction de l'inflation, c'est une année noire en réalité. C'est une année de baisse. Je répète que ça n'est pas sur le terrain social. On a aujourd'hui 15,4% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. C'est pas sur ce terrain-là qu'il faut faire des économies. C'est pas sur le terrain médical quand on a un pays qui vieillit et qui a besoin que nos concitoyens, notamment qui vieillissent, et ces mécaniques ont besoin d'un accompagnement médical. C'est pas sur ce terrain-là qu'il faut faire des économies. Par contre, le fait qu'il y ait une explosion de la concentration de richesses, comme on n'a jamais vu, qu'il y ait de l'argent public gaspillé pour que notamment la part de dividendes dans les grandes entreprises soit de plus en plus importante, ça, il faut aujourd'hui réorganiser les choses. Il y a la taxe Zuckman qui existe, que les 1600 ou 1800 plus riches, s'ils payent la même chose, les mêmes impôts que tout le monde, ça peut faire 20 milliards de recettes. Là, c'est des pistes intéressantes. On va en reparler, Alexis Corbière, de ce budget qui décidément fait débat dans la classe politique française. On se retrouve dans 3 petites minutes pour l'événement du dimanche. L'événement du dimanche avec aujourd'hui Alexis Corbière, ancien député insoumis, député de Seine-Saint-Denis. Vous siégez aujourd'hui aux côtés des écologistes et vous avez cofondé votre mouvement L'Après. Vous nous disiez il y a quelques instants tout le mal que vous pensiez du budget de François Bayrou. Est-ce que néanmoins vous pensez, comme les socialistes par exemple, qu'il faut essayer de négocier avec François Bayrou pour d'une part éviter le blocage et ensuite essayer de faire avancer vos idées, ou vous dites censure quoi qu'il arrive? Vu la brutalité avec laquelle il annonce ces choses, je pense que ça mérite une censure évidemment. Après, s'il recule, il faut toujours être preneur. Vous voyez, par exemple, durant la petite pause, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il y a 1 milliard peut-être de fraude aux prestations notamment médicales, mais il y a 21 milliards de fraude fiscale. Vous voyez, donc là où il faut faire des économies, c'est pas sur ce secteur-là. La philosophie de ce budget est de considérer que c'est notamment au service public, à l'école. Vous savez, là on est en vacances, mais en septembre on fera la rentrée. Monsieur Bayrou a annoncé 3000 suppressions de postes dans la fonction publique, 1 poste sur 3 qui ne sera pas renouvelé. On a à peu près 700 000 fonctionnaires de l'éducation nationale. C'est là-dedans que ça va taper le plus fort, si je peux me permettre l'expression, du fait que lorsque des professeurs qui partiront à la retraite, ils ne seront pas remplacés d'un cas sur 3. Donc ça veut dire une baisse. Là aussi, des moyens d'encadrement, ça veut dire une augmentation du nombre d'élèves par classe, ça veut dire une dégradation de notre école publique, et je pourrais parler de l'hôpital public. Tout ça, un homme comme moi, qui pense que le service public, c'est le bras armé de la République. C'est ce qui permet de lutter contre les inégalités qui se creusent. C'est ce qui permet que, quelle que soit votre situation sociale, l'école vous permet de vous élever, l'hôpital vous permet de vous soigner. Je suis contre ce budget qui ne touche pas les plus puissants, qui ne touche pas ceux qui profitent de la politique de Macron depuis 2017, mais qui, à l'inverse, veut vous s'en prendre. Je sais pas, vous avez une maman, un papa, vous avez des gens malades. Moi, j'accepte pas l'idée qu'ils vont payer plus cher les médicaments. Vous dites le moyen pour éviter ça, c'est la censure. Non, alors je dis d'abord que Comment on fait alors je dis d'abord que les choses soient claires, parce que ceux qui m'écoutent sur LCI est une chaîne précise, qu'il faudrait avoir une autre politique de recettes pour lutter contre le déficit. Deuxièmement, à l'heure où nous parlons, M. Bayrou, il y a un côté sacrificiel dans son propos. En gros, je suis un homme qui dit la vérité, j'annonce 44 milliards, j'ai du mal à croire qu'on va lui réussir à lui imposer un autre budget. Je félicite tous les collègues parlementaires, vous me dites que les socialistes sont dans cette démarche, qui peut-être pourront obtenir un budget meilleur. On verra. Mais si M. Bayrou m'entend, le budget qu'il a annoncé l'autre jour mérite évidemment d'être censuré et que son gouvernement tombe. De toute manière, ce gouvernement est minoritaire à l'Assemblée. Vous démarquez donc, parce que la France Insoumise, on les a entendus, eux, ils seraient plutôt favorables à une censure immédiate dès la rentrée parlementaire. Pas la peine de discuter, le budget ne nous convient pas. On censure tout de suite François Bayrou. Vous vous dites non, il faut peut-être engager des négociations comme le Parti Socialiste pourrait le faire et peut-être essayer d'obtenir des aménagements du budget. Donc la censure, vous préféreriez attendre
vous me tirez vers la droite, si je puis dire, mais après tout... Non, ce que je veux dire, c'est que... Vous voulez une censure tout de suite, à la rentrée, ou il faut attendre un peu? Je suis un homme d'unité du nouveau Front populaire. Évitons, d'un côté comme de l'autre, là je ne parle pas de vous, mais à mes amis du NFP, d'être dans des postures. Ils s'invectivent entre eux. J'observe, oui, mais moi je suis contre ça. J'observe que le Parti communiste, les écologistes, la France insoumise, le PS, tous disent non à ce budget, tout le monde dit censure. Dans ce cadre-là, après, il y a... Comment dirais-je, 50, si censure, il se passe quoi, 50, derrière? Comme le livre 50 nuances de gris, il y a 50 nuances de censure. Il y a ceux qui disent, nous on censure immédiatement les insoumis. De toute façon, la rentrée parlementaire étant le 20 septembre, ils peuvent dire ce qu'ils veulent avant le 20 septembre, on ne pourra pas censurer. Et donc censure, et ensuite qu'est-ce qui se passe? En solution, nouveau gouvernement, nouveau Premier ministre. Mais je vous rappelle que la première... Enfin, si c'est Sébastien Lecornu ou je ne sais pas qui d'autre, ça vous changera vos affaires. Je vous rappelle que la coalition qui est arrivée en tête, c'est celle du nouveau Front populaire. Donc vous pensez qu'Emmanuel Macron peut nommer le nouveau Front populaire? Il n'a pas l'air de... Et pourquoi il le fait pas? Soi-disant que... Je sais pas, mais il n'a pas l'air de vouloir y aller. Il n'y a pas de majorité pour... Non mais en France, c'est pas Emmanuel Macron, et là c'est en 5ème République qui choisit. Mais la République... la 5ème République fait que c'est le président qui nomme. Il faut le regretter, mais c'est un autre débat. La 5ème République, c'est un des éléments de la crise. Ces institutions rendent fou. Un homme seul décide de ne pas respecter les élections de l'année dernière. Je vais à l'essentiel de ce que je dis. Moi, je ne crains rien. S'il y a de nouvelles élections, il y aura de nouvelles élections. D'accord? Donc dissolution, ça vous fait pas peur? Ouais, je veux dire, moi je suis un démocrate, je serai battu, élu, j'en sais rien, on se battra. Maintenant, je pense une chose, c'est qu'en attendant, et c'est quand même fou de se dire qu'on est suspendu à la décision d'Emmanuel Macron, qui à mon avis aura peur de dissoudre parce qu'il se reprendra une nouvelle défaite électorale, dans le cadre de cette assemblée, un peu mal fichue, dans lequel il n'y a pas de majorité. J'observe que la coalition, qui est la plus importante, qui est arrivée en tête, c'est le nouveau Front populaire. En toute logique, cohérence, un minimum de respect démocratique, Emmanuel Macron devrait se tourner vers nous et dire nommer un nouveau gouvernement. Lucie Castet est toujours prête un an après pour être notamment Première ministre. Elle faisait l'unanimité. Vous y croyez encore à ça? Mais je veux dire, j'y crois pas plus. Mais c'est toujours votre candidat. Mais c'est tout aussi réaliste. Enfin, c'est beaucoup plus réaliste que Sébastien Lecornu. Sébastien Lecornu, c'est comme si vous dites, j'arrête Pepsi et maintenant je vais mettre à Coca. Mais ça revient au même. Bayrou, Lecornu, c'est le même produit. Si c'était l'étiquette qui change, il aura le même périmètre politique. À moins d'imaginer que M. Lecornu passe un accord avec le Rassemblement national. Lucie Castet n'aurait pas non plus de majorité. Elle ferait mieux que ces gouvernements qui se succèdent les uns aux autres, qui répètent et durcissent la même politique depuis 2017 et qui sont, pardon mais j'ai l'air bête en disant ça, minoritaires dans le pays. Je veux dire, François Bayrou, le MoDem, c'est quoi? C'est 10%, c'est un petit groupe de députés. En un mot, pourquoi il exerce le pouvoir? Faites un peu un constat d'échec de la motion de censure finalement, puisque vous dites on risque d'avoir à peu près la même chose que François Bayrou, et puis vous plaidez toujours pour Lucie Castet, tout en sachant qu'Emmanuel Macron ne la nommera pas. Donc elle sert à quoi? Alors elle sert à quoi la motion de censure finalement? Je veux dire, vous avez quelqu'un qui... Frédéric Delpech, un homme arrive avec un bâton et va vous frapper. La première des choses, c'est de le retenir, non? Parce que moi, je vous aime bien, j'ai pas envie que vous soyez frappé. Un François Bayrou fait un discours en disant « je vais mettre une purge de 44 milliards ». Il faut le stopper. Et la manière de le stopper, en démocratie, en République, c'est de voter la motion de censure. Et est-ce que vous croyez... Je ne dis pas que ça fait une politique. Je dis c'est d'abord un acte de protection, un acte de salubrité publique. Et est-ce que vous croyez à une mobilisation populaire contre cette Je reprends une expression de mon ami François Sophie Binet, la patronne de la CGT, appelle à se mobiliser à la rentrée. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, on voit pointe sur les réseaux sociaux, des mouvements parfois proches des anciens Gilets jaunes. Certains viennent d'extrême droite d'ailleurs aussi, qui veulent appeler pardon, je le micro. Ne cassez pas le matériel. Qui veulent appeler à bloquer le pays le 10 septembre. Est-ce que vous croyez, vous, à un retour des Gilets jaunes, par exemple? Alors, je le crois. Déjà, moi, je souhaite qu'il y ait une mobilisation. Je vole une expression à mon ami François Ruffin. Il avait dit qu'il faut aussi une censure populaire. Ce qui aiderait à créer une ambiance de travail, c'est qu'il y ait des mobilisations sociales. La CGT appelle à des mobilisations. Moi, je suis un ancien enseignant. J'ai vu que la FSU, aussi le syndicat enseignant, y appelle. Vous évoquez des mouvements, bouillonnant, type gilet jaune. Il n'y a pas que de l'extrême droite, mais bon, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, ce que je crois, après je ne vous dis pas que ça arrivera, parce que par définition, les Madame Irma, ça ne se passe pas comme ça en politique. Mais toutes les conditions sont réunies dans ce pays qui est un état de grande ébullition. On est un pays qui a la passion de l'égalité et qui observe qu'il y a des politiques de plus en plus injustes. Les conditions sont là pour une forte mobilisation. Maintenant, je vais dire une dernière chose plus grave. C'est que si rien n'est organisé pour que cette tension se passe de manière démocratique et apaisée, c'est-à-dire qu'on respecte les urnes, et que vous avez une volonté d'un gouvernement, d'institutions qui veulent brutaliser le peuple, alors on risque d'avoir une situation de tension, voire même de brutalisation du pays, ce que je ne souhaite pas. Donc organisons de manière pacifique
de régler nos problèmes, justice sociale, partage des richesses, plutôt que cette manière brutale. Vous avez assuré la transition avec le prochain sujet, puisqu'on parle de mobilisation, il y en a une aussi qui est contre la loi Duplon. Regardez, le dernier compteur que les équipes d'LCI ont noté sur le site de l'Assemblée nationale, on est presque à 2 millions de 1 980 000 signatures 2 millions, contre la loi Duplon. S'il y a 20 000 personnes qui nous regardent, qui n'ont toujours pas signé, allez-y. Vous les appelez à signer, mais pourquoi au final? Le gouvernement a dit, et d'ailleurs également un certain nombre de responsables de la majorité, ok, on va faire un débat à la rentrée comme le veut la loi. À partir du moment où il y a 500 000 signatures, on fait le débat, mais sans vote. Donc, est-ce que c'est vraiment la seule issue que vous souhaitez, un débat sans vote à l'Assemblée, ou il faut aller encore un peu plus loin? Je lance un appel solennel, et je sais qu'il nous écoute, à Emmanuel Macron, pour lui dire, Monsieur le Président de la République, vous pouvez utiliser l'article 10 de la Constitution, alinéa 2, pour demander une deuxième délibération à l'Assemblée nationale, qui, elle, sera sanctionnée par un vote. Ce que je veux dire par là, c'est que, de deux choses l'une, vous avez raison de pointer que je pense que les 2 millions de personnes, et d'ici notre fin de discussion, on sera 2 millions, qui ont signé, ne souhaitent pas uniquement un bavardage une journée ou deux à l'Assemblée sans vote, ça frustrera beaucoup de gens. Mais on a plus au pouvoir d'Emmanuel Macron finalement, alors que parfois vous dites vous voyez, Emmanuel Macron a trop de pouvoir. Vous reconnaissez presque un veto présidentiel finalement. Non, alors le veto présidentiel, ce serait de lui demander qu'il ne promulgue pas la loi. Là, je lui dis tout simplement d'utiliser ce qui est dans la Constitution. Mais évidemment que je suis face à une contradiction, cher Frédéric Delpech, c'est la vie. Mais n'empêche que c'est la Ve République et je lui dis, il peut demander cette nouvelle délibération. Je ne vais pas être trop technique et je vais vite. Pourquoi aussi il y a eu ce scandale? C'est que non seulement la loi est scandaleuse, met en danger ce qu'on produit, met en danger les agriculteurs eux-mêmes, d'ailleurs par des produits dangereux, en réintroduisant des produits qui sont tous ces produits phytosanitaires, néonicotinoïdes qui sont dangereux. Mais il n'y a pas eu de débat à l'Assemblée nationale. Et je suis persuadé qu'on aurait fait un débat pendant une semaine. Vous auriez invité sur les plateaux télé des spécialistes et les Français auraient dit mais qu'est-ce que c'est que cette loi? Et ça aurait exercé une pression notamment sur les députés macronistes qui n'auraient pas voté cette loi parce que nos concitoyens qui sont des gens intelligents, leur aurait dit mais ne réintroduisez pas des produits dangereux. Alexis Corbière, vous avez sans doute vu cette nouvelle prison qui a annoncé, Gérald Darmanin, en tout cas il a annoncé plusieurs transferts cette semaine de détenus jugés parmi les plus dangereux. Mohamed Amra notamment a été transféré dans cette prison ultra sécurisée, nous dit-on, de... j'ai plus le nom de la ville. Vendin-le-Vieil. Voilà, merci beaucoup. Ouais. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne solution là, de mettre tous les détenus les plus dangereux au même endroit avec des conditions très très dures, c'est-à-dire on les empêche de communiquer, on met des drones, des brouilleurs, les avocats se plaignent et disent que la communication et les conditions de rétention sont très compliquées. Est-ce que vous comprenez ceux qui disent, et le ministre notamment qui dit on a besoin de ça pour endiguer le narcotrafic? Alors qu'il faille empêcher qu'au sein des prisons se développe l'activité des narcotrafiquants, ça je suis d'accord. Il ne fallait pas que des gens malfaisants continuent d'agir au sein de leur prison. Par contre, c'est l'espèce d'effets d'annonce, d'effets de communication qui consistent à recréer des espèces d'Alcatraz à la française, c'est-à-dire d'un bagne extrêmement brutal, dans lequel même les droits de l'homme, même la pire des personnes a droit, même un trafiquant qui vend des produits qui tuent nos enfants et qui sont dangereux. Autant je suis pour l'empêcher de continuer à avoir une activité tournée vers l'extérieur, autant je pense que c'est un être humain et il n'y a pas à créer les conditions qui ne sortent pas, qui ne fréquentent personne, etc. et que son état psychologique soit dégradé. Donc je suis méfiant sur ces effets d'annonce ministérielle qui souvent cachent une forme d'impuissance. Parce que c'est quoi l'impuissance? C'est que notre police a besoin de moyens pour pouvoir travailler. Vous savez, le narcotrafic, pour que les policiers puissent travailler, il faut leur donner des moyens, ce qu'ils n'ont pas. Et on fait des effets de rodomontade assez, à mon avis, je ne suis pas sûr de leur efficacité et il semble clair que des droits fondamentaux, quelle que soit l'antipathie qu'on peut avoir pour les gens qui sont concernés, ne sont pas respectés, ce qui n'est pas tolérable. Alors quand Gérald Darmanin est dans l'actualité, il y a souvent Bruno Retailleau aussi. Oui. Je vous propose d'écouter ce qu'il disait cette semaine. Il y a eu plusieurs nuits de violence dans plusieurs villes la semaine dernière, notamment à Limoges. Et regardez ce que disait Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. D'un côté, la France des héros et... je vais vous dire de façon brute, de l'autre côté, la France des salauds. Frédéric Delpech. Alors, la France des salauds, Bruno Retailleau, on le sait, a des formules un peu choc, mais visiblement, ça plaît à l'opinion et la cote de popularité de Bruno Retailleau continue de progresser. Est-ce que pour vous, il a la légitimité pour s'exprimer de cette façon, ou est-ce que, en qualité de ministre, il serait tenu à un devoir plutôt de prudence, de discrétion? D'abord, LR est un parti en crise que momentanément, là, il a repris la présidence. Vous dites ça plaît dans les études d'opinion.
ça plaît à l'électorat aussi, droite RN, mais je suis pas sûr que dans le cœur du pays... 43%, c'est le ministre. Ça, c'est la popularité. Oui, voilà, donc ça correspond à ce qu'est aujourd'hui la mouvance droite dure, extrême droite. Mais qu'importe. Surtout, ce que fait Bruno Retailleau, c'est que face à une impuissance en vérité sur le terrain, parce qu'il accompagne les politiques d'affaiblissement de services publics, c'est-à-dire que moins de moyens pour la justice, moins de moyens pour la police, ou du moins légère augmentation qui règle pas. Ça augmente sur la police. Très faiblement en vérité. Vous savez, contrairement à ce qui se dit, les vrais défenseurs de la police nationale, c'est des gens comme moi qui veulent qu'ils puissent travailler dans des conditions correctes, parce qu'ils ont subi des politiques, notamment par le passé, sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy. Sur le fond, il a raison. Alors, sur le fond, de parler comme ça et il est extrêmement violent verbalement pour cacher souvent que son bilan, il se passe rien de nouveau véritablement. Mais il occupe l'espace. Donc les barbares, maintenant c'est les salauds, etc. Donc je vais vous dire un chiffre. Notamment quand on parle de la jeunesse et de la violence dans la jeunesse. Est-ce que vous savez qu'il y a aujourd'hui 4211 jeunes dans ce pays où il y a une décision de justice pour qu'ils soient suivis notamment par la protection judiciaire de la jeunesse ou les SPIP, dans lequel, par absence de moyens, il y a 4211 jeunes qui n'ont aucun suivi judiciaire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que plutôt que de traiter tout le monde de salaud, par exemple, est-ce qu'ils pourraient donner les moyens pour que des jeunes qui ont été considérés comme dangereux, dans lesquels des mesures de justice ont été prises, n'ont aucun suivi judiciaire? C'est parce que ça, c'est très concret. Je suis élu de Seine-Saint-Denis. Il y a, selon les organisations syndicales de la PJJ, 350 jeunes où il y a eu décision de justice pour dire qu'il y ait un suivi, notamment par un éducateur, dans lequel il n'y a rien. Donc il fait de l'agitation. Sabre de bois, retenez-moi où je fais un malheur, mais il accompagne le fait qu'on affaiblit la justice, en particulier la justice des mineurs, parce qu'un jeune mineur violent, c'est quelqu'un dans lequel il y a un dispositif particulier, et après il vient insulter... Il n'est pas ministre de la Justice, en l'occurrence, mais... Non mais alors oui, alors ça je vais dire un mot. Alors là j'ai vu ce petit pas de deux. On connaissait la politique de soutien sans participation au gouvernement. Lui, c'est la participation sans soutien. Lui, il est au gouvernement, mais il le soutient pas complètement. Lui, il est au gouvernement, mais il dit que Macron, c'est fini, le macronisme, il prend ses distances. Bon, tous ces là, au moins, vous allez être d'accord là-dessus. Non, mais tous ces gens-là seront obnubilés par une chose, c'est le présidentialisme. En fait, Bruno Retailleau est en campagne présidentielle. Ça devrait quasiment être oui, mais bien sûr. Mais est-ce que ça vous arrange pas quelque part d'avoir ce retour un peu du clivage gauche-droite? Ça veut dire vous d'un côté, Retailleau de l'autre. Est-ce que vous n'êtes pas au moins d'accord avec lui sur le côté le macronisme c'est fini? Oui, mais vous savez, tous ces partis, tous ces mouvements très personnalistes, de toute manière, ne survivront pas à leurs fondateurs, d'une manière générale d'ailleurs, droite comme gauche. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je pense que Bruno Retailleau, ça marchera pas. C'est mon analyse. Je pense que Bruno Retailleau, c'est un Zemmour parce que il dit exactement la même chose que le Rassemblement national. Il y a un effet bulle, puis à l'arrivée, ça ne marche. Pardon ? Pas sur l'économie. Voilà, bon. Donc, c'est-à-dire que même le Rassemblement national qui avait un soutien populaire, parce qu'il essaye de parler, qui est un classique de l'extrême droite, lui, mais par ailleurs, quand je vous dis que c'est Éric Zemmour était un très libéral sur les questions économiques. On a vu le résultat. Il était soi-disant au second tour à l'élection présidentielle. Éric Zemmour, il a fini autour de 5%. Regardez, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que si la droite est très divisée, parce que c'est ça qui m'intéresse, s'il y a plusieurs candidats de droite, ça veut dire que le ticket d'entrée, pardon l'expression triviale, pour être au second tour, sera peut-être plus bas. Donc ça veut dire que si la gauche, elle est unie, on peut on va en parler. On va en parler, mais regardez d'abord ce que dit toujours Bruno Retailleau sur vos anciens camarades de la France insoumise. Il dit « LFI est la première et la pire menace politique aujourd'hui ». C'est-à-dire que lui, il considère pratiquement qu'il faut un front, disons, républicain ou un front anti-LFI plus qu'un front contre l'extrême droite. Est-ce que vous comprenez cette véhémence vis-à-vis de vos anciens camarades que vous-même, vous avez critiqué? Non, mais le retaillisme, je veux dire, il dit tout et n'importe quoi, et c'est même à ça qu'on le reconnaît. C'est presque un hommage à la France insoumise. Mais surtout, ce qu'il faut entendre en creux, quand il dit est la première menace, ça veut dire que le Rassemblement national, pour lui, est moins dangereux que la LFI. Et ça veut dire qu'au nom du front contre la France insoumise, il fera alliance avec le Rassemblement national. À Jean-Luc Mélenchon, en faisant ça, Bruno Retailleau. Et bien sûr. Bien sûr, c'est un jeu de miroir, parce qu'il le désigne comme principal adversaire, et on parle que de ça. Ouais, je veux dire, mais ça leur va très bien, cette diabolisation. Mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire, je le répète, quand il dit ça, ce qu'il dit en creux, et quasiment même en plus, c'est que on peut s'allier avec le Rassemblement national pour faire obstacle à la France insoumise. Une alliance, pour vous, Bruno Retailleau, projette une alliance avec le Rassemblement national. Au moins, idéologiquement, il dit peu ou prou la même chose. Hein, vous avez évoqué le fait qu'il est moins social, mais enfin, on a suivi le débat, Bardella, qui est plus proche. C'est l'union des droites. Qu'est-ce que c'est qui est en train de se passer ? Il n'a jamais officiellement prôné pour ça, il faut le préciser. À ce stade, il le fait de manière d'abord... Vous savez, en politique, il y a d'abord des batailles idéologiques et culturelles. On remporte d'abord des batailles idéologiques avant de remporter des victoires électorale. Ce qui est en train de se passer, quand vous avez M. Bardella et Mme Marion Maréchal Le Pen qui est reçue en Israël par des gens d'extrême droite pour aller à Yad Vashem, c'est l'idée que progressivement, on essaie, certains, et c'est terrible, veulent
banaliser l'extrême droite pour aller vers une alliance avec eux. Et c'est ce que fait M. Retailleau. Il parle comme elle. La sécurité, le premier des problèmes. Il ne parle quasiment pas social, où il serait encore plus dur que le gouvernement actuel. Bon, moi je pense que quelle conclusion faut tirer? Que nous, on doit s'unir pour créer les conditions. Justement, parce qu'on va mettre, si vous voulez bien, de côté une minute Bruno Retailleau, parce que s'il dit ça, c'est parce qu'il y a aussi un écho dans la société. Et il y a beaucoup de gens dans la société qui ne sont pas forcément de droite radicale ou d'extrême droite, qui en effet sont sensibles à ce discours parce qu'ils ont peur de la France insoumise. Ils pensent que c'est une menace. Est-ce que vous, qui avez bien connu ce parti, puis qui avez pris vos distances, non, mais c'est une vraie, non, mais c'est important. Vous parlez de l'union de la gauche, on peut quand même savoir à qui on a affaire. Est-ce que vous comprenez ces critiques sur Jean-Luc Mélenchon? Certains l'accusent de communautarisme, d'autres disent, par exemple, sur l'antisémitisme, il n'a pas toujours été en pointe. On se souvient notamment qu'il a dit que l'antisémitisme était marginal en France. Est-ce que vous comprenez que ça heurte et que ça choque et ça fait que certains ont peur aujourd'hui de la gauche? Non, mais il ne faut pas avoir peur de la gauche. Moi, je suis pour le nouveau Front populaire. Le nouveau Front populaire est une alliance dans laquelle il y a la France insoumise. Il y a les électeurs de la France insoumise. Il y a même la direction, si vous voulez, de la France insoumise. Tous, il faut qu'on arrête ce que vous évoquez tout à l'heure. La polémique, les petites phrases entre les deux. Ah, mais là, je vous parle de fond, là. Ah non, mais moi, je parle l'antisémitisme est marginal en France, c'est une phrase. Vous me parlez du fait qu'un homme de droite extrême n'aime pas une. Non, on a dit qu'on parlait plus de la droite extrême. Je vous parle du fond de Jean-Luc Mélenchon. Regarde les sondages d'opinion, pas que à l'extrême droite. Ce à quoi je m'emploie, si des gens ont peur de Jean-Luc Mélenchon, je suis pour que la gauche, entre guillemets, fasse moins peur. Je ne sais pas si c'est possible, il y avait des gens d'extrême droite qui ont toujours peur de la gauche, mais en présentant un visage généreux qui est le sien, celle du partage des richesses pour qu'on vive tous mieux, celle de services publics plus compétents, celle d'une protection du climat qui nous donne à tous de meilleures conditions de vie, celle d'un système démocratique qui est différent de celui de la 5e, qui donne des droits à nos concitoyens. Donc il faut désenclaver, si je puis dire, la gauche, si elle est enclavée à l'heure actuelle, à la fois peut-être pour ses erreurs, il n'y a pas que la France insoumise qui a fait des erreurs, mais aussi par rapport à des campagnes de diabolisation, ça existe aussi, qui consistent en permanence à médiatiser toute une série de choses anecdotiques qui font qu'à l'arrivée, on fabrique un diable. Moi je dis... ne nous satisfaisons pas, si vous voulez que je dise un mot à l'attention de mes amis insoumis, en mettant la tunique de Belzébuth pour être le diable de service. Ça, c'est pas bien. Ce que nous cherchons à faire, ça n'est pas seulement de faire un bon score à l'avenir, c'est comment nous en remportons la prochaine élection présidentielle. Donc comment on a 51%... Avec un Jean-Luc Mélenchon qui est déjà prêt à être candidat, la France insoumise qui se présentera sous ses couleurs à la présidentielle. Il faut pas. Et donc, mais s'il y va, vous le soutiendrez ou pas? Mais non, attendez, vous le soutiendrez à ce stade-là, ce à quoi je travaille, les gens comme Glucksmann, très sectaires et arrogants, qui disent je ne participerai à aucun processus de désignation. Les gens comme la France insoumise qui disent nous on y va et l'unité c'est derrière nous. Tout ça n'est pas sérieux. Mais comment vous faites? C'est pas sérieux. Alors, ce qu'on fait, c'est ce qu'on a engagé depuis le 2 juillet. Nous sommes engagés dans quelque chose qui s'appelle Front populaire 2027, à l'initiative notamment de Lucie Castet, dans lequel le groupe que vous avez cité tout à l'heure, l'Après, avec Clémentine Autain et d'autres, participe. François Ruffin, Génération, les écologistes, le Parti socialiste, toute une série d'acteurs de la société civile, des victoires citoyennes, qui sont des gens très engagés. Non, mais d'accord, ça on l'entend. Mais vous répondez. Non, parce que vous répondez pas à notre question. Aujourd'hui, vous pouvez appeler, si vous voulez, à l'Union des gauches. Il se trouve que Jean-Luc Mélenchon n'en veut pas. Mais faire donc, de la question politique, très concrète, mais si Jean-Luc Mélenchon va à l'élection présidentielle, est-ce que vous le soutiendrez, oui ou non? Mais pourquoi, quand vous avez Jean-Luc Mélenchon, vous ne lui posez pas la question? S'il y a un candidat unique, pourquoi vous n'avez pas le rejoindre? Non, vous ne lui posez pas. Si, on lui pose. Moi, ce que je veux, c'est modifier ce scénario. Si tout le monde est divisé, je veux dire, ce sera un scénario terrible. Vous voulez une primaire? Parce que nous perdons. Regardez tous les candidats potentiels qui ont plus ou moins fait un pas. Est-ce que vous dites qu'il faut que tous ces gens-là soient dans la même primaire? Oui, il faut un processus de désignation d'un candidat commun. D'accord? De Mélenchon à Glucksmann, voire sur la base du programme du NFP. Oui, ouvert à tous ceux qui veulent l'unité. L'avantage de Mélenchon par rapport à Glucksmann, c'est que Mélenchon, à travers son nom, c'est le nouveau Front populaire, et il est d'accord avec le programme du nouveau Front populaire. Pourquoi je cite ce programme? C'est qu'il nous a rassemblés, il a fait 9 millions de voix la dernière fois. L'erreur stratégique que fait Raphaël Glucksmann, c'est qu'il n'est pas d'accord avec ce programme, et je ne sais pas très bien programmatiquement... Ce qui est très intéressant dans ce que vous dites à l'instant, ce qui est très intéressant dans ce que vous dites à l'instant, c'est de dire, bon, finalement, Jean-Luc Mélenchon, si se soumettait à une primaire de l'ensemble de la gauche, pourrait être un bon candidat parce qu'il incarne le programme du nouveau Front populaire. Donc vous dites, Jean-Luc Mélenchon, 2027, pourquoi pas, s'il y a l'unité derrière? Moi, je dis de manière pourquoi pas à tous ceux qui seront d'accord avec l'unité qu'elle est réalisée. Pourquoi pas Jean-Luc Mélenchon? Maintenant, là où j'ai une discussion sur ce plateau télé, c'est compliqué, mais je l'ai eu au sein de la France insoumise, c'est qu'il y a non seulement le programme, mais il y a la stratégie.
Et je pense que la stratégie de la France Insoumise, qui a été extrêmement véhémente aussi par rapport à ses partenaires, et qui par moments cherche d'abord le secteur le plus radicalisé de la population, mais ne développe pas toujours un discours qui lui permet d'être compris au-delà de ce que nous sommes. Parce que les choses soient claires, même si c'est très bien, Mélenchon a fait 7 millions de voix, le nouveau Front populaire en a fait plus de 9 millions, et si nous voulons gagner une élection présidentielle, il faut en faire 16 à 17 millions. Donc la question est comment on s'adresse à 8 millions de gens, notamment aujourd'hui, vous l'avez pointé tout à l'heure, qui pour certains ont un peu peur de nous, comment on leur parle de sujets qui sont leur quotidien, défense de l'école, défense des services publics, juste répartition des richesses, défense du salariat, meilleures conditions de travail. Donc ça, plutôt que d'être enfermé, mais c'est souvent vous les responsables, dans des questions polémiques en permanence ou dans une posture de radicalité. En un mot. Non, mais ça vous arrive aussi d'être un peu caricatural dans la volonté de créer des débats. En un mot, parce qu'on va devoir rendre l'antenne, mais on va faire un petit jeu, dites-nous, sur ces visages qu'on a vus là, c'est pas exhaustif. S'il faut en choisir un aujourd'hui pour 2027, c'est qui? Mais il faut quelqu'un qui nous rassemble. Mais c'est qui? Non mais si vous voulez que je vous dise que je suis très ami avec Clémentine Autain et François Ruffin, que notamment le 30 août à Châteaudun, nous allons faire un meeting. Et on va conclure là-dessus. Non mais parce que ils sont unitaires et ils portent le programme. Ils ont cette qualité tous les deux. François Ruffin est très avancé aujourd'hui dans les études d'opinion, ça démontre quelque chose. Clémentine Autain a beaucoup de qualité, elle a fait notamment tout un travail sur les services publics. Donc ils ont votre préférence. Mais ça c'est mes frères, si je puis dire, Clémentine Autain. Mais d'abord, écoutez bien, je veux pas personnaliser, c'est d'abord la démarche qui compte. L'unité sur un programme. Celui ou celle qui sera notre candidat sera ma candidate. Merci beaucoup Alexis Corbière, merci Frédéric Delpech. On ne plaisante pas avec l'info dans quelques secondes.